Donc, je me présente, Nadia Cardin, coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés. Donc, c'est moi qui animera ce webinaire là, avec vous ce midi. Webinaire, dans le fond, projet de veille des impacts de la COVID là, dans le développement des communautés et l'action collective produit par l'opération Veille et soutien stratégique en collaboration avec le collectif des partenaires en développement des communautés. Qui sont ces deux organisations, ces deux projets nationaux? L'OVSS, c'est quoi? Depuis les 5 dernières années, les règles du jeu du développement des communautés et du territoire et des collectivités du Québec se sont transformées de façon accélérée. L'opération Veille et soutien stratégique s'intéresse à ces bouleversements pour soutenir les acteurs directement concernés. Afin de mieux comprendre ce qui se transforme, c'est être en mesure de s'adapter et se donner des repères pour agir collectivement. Les objectifs de l'OVSS, c'est d'identifier, documenter et comprendre les transformations actuelles et à venir, outiller les acteurs terrains pour qu'ils puissent s'adapter de manière stratégique aux transformations. Sachez que l'opération Veille et soutien stratégique produit différents analyses, bilans, BD éducatives qui sont disponibles sur le site de l'opération vss.ca. Donc, n'hésitez pas à aller consulter là, le contenu qui est produit par l'opération Veille et soutien stratégique. Il est là pour nourrir vos réflexions des acteurs et des actrices en développement des communautés au Québec. Qui est le collectif des partenaires en développement des communautés? C'est un espace de réflexion et de collaboration comptant plus d'une vingtaine d'organisations nationales provenant des divers milieux de la philanthropie, de la recherche, du communautaire, du développement social, municipal, ainsi que des regroupements et des organismes de formation, d'animation et d'accompagnement. Le collectif travaille à positionner et valoriser le développement des communautés, mobiliser, analyser et partager collectivement des connaissances. Sachez que si vous voulez en apprendre plus sur le cadre de référence du développement des communautés du collectif ou la grande démarche des États généraux en développement des communautés qui a été lancée sous peu, vous trouverez davantage d'informations sur le site collectifpdc.org. Donc, le collectif et l'opération Veille et soutien stratégique ont vraiment uni leurs forces afin de travailler sur deux projets, deux bilans d'un projet de recherche là, de veille sur les impacts de la COVID et de l'action dans l'action collective et le développement des communautés. Le déroulement du webinaire, je vais vous présenter le deuxième bilan des effets de la crise et après, je vais céder la parole à des panélistes. Monique Côté du Réseau québécois du développement social, le RQDS, Ophélie Couspré de la Table nationale des CDC, Suzy Cloutier du Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CIS et en SUS, le RQIAC, qui pourront réagir au deuxième bilan puisqu'on aura présenté, mais aussi actualiser en date d'aujourd'hui où en sommes-nous dans les impacts de la crise sanitaire puis de la COVID-19 dans l'action collective et le développement des communautés et qu'est-ce qu'on doit garder en tête là, pour l'avenir. Et on terminera par une période de questions. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez écrire dans le clavardage si vous avez des questions, à la fois sur le deuxième bilan ou pour nos panélistes. On se rappelle que le projet de veille a débuté il y a presque 1 an maintenant, plus d'1 an en fait, en même temps que la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une série de mesures de santé publique qui ont tout bouleversé de nos vies personnelles et professionnelles à nos modes d'organisation sociale. Le champ du développement des communautés qui repose sur la capacité des personnes à se rassembler et à agir ensemble. Son objet est également intrinsèquement lié au renforcement du tissu social, à la solidarité, au soutien des populations vulnérables et à l'empowerment, autant d'aspects potentiellement mis à mal par la pandémie. Il était donc primordial de tenter de comprendre la façon dont la crise socio-sanitaire affecte le développement des communautés et l'action collective. Et c'est dans ce souci-là que l'opération Veille et soutien stratégique et le collectif des partenaires en développement des communautés se sont associés pour mieux comprendre ces effets. Qu'est-ce qu'on entend par développement des communautés? Ça se définit comme un développement qui vise à agir sur toutes les dimensions du territoire en travaillant collectivement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Comme je vous ai présenté, l'étude qu'on présente ici, c'est la suite d'un premier état de situation qui a été publié en juin 2021. Ce premier état de situation mettait en lumière différentes analyses qu'on a renforcées dans le deuxième bilan, mais essentiellement, on remarquait que les organismes communautaires ont été fortement interpellés par la crise, que des nouveaux programmes de financement ponctuels occupent une grande place dans le quotidien des acteurs en développement des communautés, que l'action collective et les concertations changent, leur rôle se resserre afin de faire circuler l'information pertinente concernant les mesures sanitaires, les programmes accessibles, la situation des populations, les cellules de crise.
que ça a été un effet aussi d'amplification des dynamiques déjà présentes sur les territoires. Et on commençait déjà, dès le premier État publié en juin 2020, à anticiper que le futur est difficile à anticiper, à comprendre, qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que c'est de plus en plus difficile d'avoir une vision globale du territoire à plus long terme. Comment a été constituée la méthodologie du deuxième état de situation? La deuxième collecte s'est déroulée à l'automne 2020, au début de ce qu'on sait maintenant être la deuxième vague de la hausse de cas de COVID-19. Au total, une quarantaine de personnes ont été rencontrées à travers 6 groupes de discussion virtuelles. Des groupes d'acteurs et d'actrices œuvrant dans les concertations locales et micro-locales, un groupe d'organisateurs et d'organisatrices communautaires, un groupe de coordonnateurs et coordonnatrices de démarches régionales en développement social, un groupe de coordonnatrices de démarches d'Alliance pour la solidarité, un groupe de représentants et représentantes d'organisations et de réseaux nationaux, ainsi qu'un groupe de coordonnatrices d'IRC, les instances régionales de concertation en réussite éducative. Sachez aussi que pour compléter la collecte, on a également eu accès à des documents, des comptes rendus, des analyses publiques et internes qui ont été partagées avec nous, notamment ceux de la Coalition montréalaise des tables de quartier, de l'Observatoire estrien en développement des communautés, de la table nationale des CDC ou d'Espace Muni. Bref, a été mis à contribution beaucoup de comptes rendus, de recherches, d'analyses qui ont été faites à travers les différents partenaires du collectif. Le deuxième bilan est constitué de 2 grandes sphères, celle de la concertation puis du développement des communautés, de la mobilisation et de l'engagement dans la collectivité, une réflexion sur l'après-crise et quelques pistes de réflexion. Au niveau de la concertation et du développement des communautés, dans le cadre de cette collecte, on a posé un regard particulier sur un outil fondamental du développement des communautés, la concertation. Le premier état de situation de juin 2020 montrait que plusieurs formes d'action concertée se poursuivaient et c'est encore le cas cet automne. Le besoin de travailler ensemble, de s'attaquer à une problématique complexe et à ses effets, mais aussi le désir d'être ensemble, d'échanger et de partager sont bien présents. Ça, c'est ce qu'on a vraiment pu revoir beaucoup à travers les groupes de discussion. Au niveau des structures, il y a une très grande variation dans les structures existantes. C'est impossible pour l'instant d'identifier des tendances valides pour l'ensemble du Québec. Vous allez voir que ça ressort beaucoup à travers les différentes composantes qu'on a analysées. C'était très variable d'un territoire à l'autre, d'une organisation à l'autre, d'un palier à un autre, d'un secteur à un autre. Il y a beaucoup de variabilité. Mais plusieurs tables de concertation avaient établi des planifications, des plans d'action et des priorités avant la pandémie et la COVID-19 les a amenés à modifier ces priorités. Quoique là aussi, très grande variabilité. Dans certains cas, des concertations, des fois régionales, nous disaient, nous, on profite du temps qu'on a pour avancer plein de dossiers. Mais dans d'autres cas, on a tout mis sur la glace et tous les efforts sont tournés sur les enjeux de la pandémie. Donc, très différent d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, d'un palier à l'autre. Au niveau de l'adaptation des alliances pour la solidarité, initiée peu de temps avant l'apparition de la COVID, là aussi, c'était très différent, mais on se rend compte que les territoires qui avaient des processus plus souples, basés plus sur du développement ensemble, plutôt que des appels à projets, ont été plus résilients, ont été capables de plus s'adapter à la pandémie, quoique c'est très inégal d'un territoire à l'autre. Certains ont pu utiliser ces ressources-là pour financer des actions ou des mesures mises en place dans le cadre de la COVID. Et dans certains territoires, pas du tout. On est resté vraiment avec ce qui était planifié avant la COVID. Les nouvelles structures pour soutenir l'action collective ont aussi été mises en place, mais dans certains cas, là aussi, on a réutilisé des structures déjà existantes ou des comités déjà existants. Les IRC ont une instance de concertation en réussite éducative, un exemple de concertation active. On s'est rendu compte dans le groupe de discussion avec les coordonnatrices d'IRC que les enjeux touchant la persévérance scolaire, la réussite éducative et tous les grands bouleversements qu'a connu le système scolaire, ça l'a amené à renforcer beaucoup le partenariat et l'importance de travailler ensemble sur cet enjeu qui était majeur puis qu'on voyait l'importance dans beaucoup des territoires au Québec. Au niveau du rôle des espaces de concertation pendant la pandémie, grande variation là aussi encore des rôles des concertations, mais les rôles les plus importants en temps de pandémie ont été les suivants.
permettre aux individus de se rassembler, d'offrir un espace d'échange sur les pratiques de soutien mutuel, assurer la liaison entre les institutions, les bailleurs de fonds, les gouvernements et les organisations sur le territoire, d'accompagner et soutenir les organisations et les partenaires, de permettre une action en complémentarité, d'assurer la circulation de l'information pertinente. Les cellules de crise et les concertations temporaires ont surtout aussi eu comme rôle d'identifier les besoins de la population et les organismes qui peuvent y répondre, d'assurer une réponse concertée à ces besoins en agissant en complémentarité, de prévenir les trous de service sur le territoire, de soutenir les organismes dans la reprise de leur activité et plus rarement, certains cellules de crise d'aviser, de conseiller les pouvoirs publics. Un mot sur l'organisation communautaire. Liée au réseau de la santé, parfois directement sous la coupe de la santé publique, les organisateurs et organisatrices communautaires sont dans une position très particulière pendant cette pandémie. Dans plusieurs territoires, les OC sont partiellement ou complètement retirés de leur fonction de développement des communautés pour accomplir des tâches liées à la COVID-19. Mais dans d'autres territoires, ce n'était pas le cas. Donc, ils ont pu continuer de jouer un rôle de soutien au développement des communautés puis à l'action concertée sur le territoire. Mais dans certains cas, tous les OC étaient rapatriés à d'autres tâches liées à la COVID. Donc, ça a eu des impacts dans le développement des communautés. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Le développement des communautés, l'urgence de la situation actuelle amène définitivement une prépondérance de l'action concrète axée sur la réponse aux besoins plutôt qu'à une vision à long terme ancrée dans une réflexion collective. Les espaces de dialogue et d'échange pour cette réflexion collective sont d'ailleurs difficiles à établir. Il semble se dégager de l'action actuelle des concertations des objectifs de complémentarité, notamment dans une perspective d'efficacité. Donc, on s'est rendu compte à travers les groupes de discussion ou les différents réseaux partenaires du collectif, que tout le monde dans la dernière année ont été beaucoup ancrés sur les enjeux à très court terme et de répondre aux enjeux qu'apportait la crise dans l'immédiat et que c'était beaucoup plus difficile de réfléchir à plus long terme, d'avoir en place des processus de consultation puis de réflexion collective parce que l'urgence et l'efficacité primaient sur une vision à plus long terme ancrée dans une réflexion collective. Deuxième grande sphère du deuxième bilan, celui de la mobilisation puis de l'engagement dans l'action collective. Plusieurs éléments affectent la mobilisation, la capacité et la volonté d'engagement des acteurs et des actrices du développement des communautés. Les éléments suivants ne sont pas universels, ne dressent pas un portrait juste non plus de tous les territoires, ce sont plutôt des aspects de la mobilisation soulevés dans notre collecte, mais qui sont importants de considérer. Au niveau des effets positifs, plusieurs relevaient que des nouveaux acteurs et actrices se sont tournés vers la concertation et le partenariat. On s'est rendu compte de l'importance de travailler ensemble et d'allier nos forces pour répondre aux enjeux de la crise. De nouveaux programmes de financement aussi ont été mis sur pied, ce qui a permis d'amener des ressources supplémentaires dans le développement des communautés. L'importance de répondre de façon globale et transversale aux enjeux. Et les besoins de communication sont importants, puis on met en place des mécanismes pour pouvoir favoriser une meilleure communication entre les différents partenaires. La participation citoyenne, obstacle majeur à la participation citoyenne parce que la fermeture des milieux de vie puis des lieux de rassemblement ne permettait plus ce contact direct avec la participation citoyenne. Certains utilisaient des fois des structures ou le numérique, mais la fracture numérique est un autre enjeu aussi à la participation citoyenne. C'est très inégal d'un territoire à l'autre. Il y a encore beaucoup d'endroits au Québec que l'accès Internet n'est pas optimal. Donc, tout ça sont des freins majeurs à la participation citoyenne. Par contre, certaines démarches ont réussi néanmoins à stimuler la participation citoyenne, mais au prix d'un effort conscient et considérable. Les effets négatifs, pression intense sur les organisations qui, eux-mêmes, en tant qu'individus, ont vécu des enjeux de la crise, l'ont vécu comme organisation. Donc, c'était difficile aussi d'avoir du temps pour l'action collective puis les espaces de concertation. Plusieurs organisations trouvent difficile de dégager temps et énergie pour participer à l'action collective. Il y a un essoufflement puis des sentiments forcés aussi de participation aux espaces de concertation et un sentiment d'engagement des acteurs et des actrices qui était parfois compromis. Donc, on se rend compte que ça a mis énormément de pression sur les personnes, les individus, les organisations, puis que ça peut avoir mis à mal les espaces de concertation puis de développement des communautés. Les rencontres virtuelles, là aussi, on soulève des impacts plus négatifs, perte de contact informel, perte de dynamisme, ajustement nécessaire des techniques d'animation, inégalité dans la participation en raison d'une fracture numérique,
perte du contact humain. Par contre, on souligne que dans le cas de grands territoires ou d'enjeux nationaux, que l'on a moins de déplacements, plus de temps, mais le virtuel a aussi eu du bon, puis on devra voir à conserver ces acquis-là avec le temps. Pour l'après-crise, ce qui se dégage, c'est vraiment une difficulté de prévoir le futur. Il n'y a pas vraiment de stratégie pour la relance. L'essoufflement, la fatigue qui a été ressentie beaucoup dans les groupes de discussion amenait une difficulté à se projeter puis à essayer de planifier l'incertitude. Puis on ne savait pas encore les plans de relance puis tout ça là, lors de ce bilan-là. Mais c'était très difficile de figurer où on s'en va pour la suite. Mais les participants et les participantes ont des espoirs et des craintes à propos de cette après-crise. On souhaite notamment qu'on continue la reconnaissance de l'importance des organismes communautaires et du développement des communautés. On s'est rendu compte dans certains territoires qu'il y a des acquis par rapport à ça. On se rend compte de l'importance de travailler ensemble, de faire des maillages, d'avoir des bons mécanismes de communication, qu'il y a des nouvelles relations, puis des nouveaux partenariats, puis des nouvelles habitudes de travail collectif qui ont été créées et on souhaite les conserver avec le temps. On se rend compte, par contre, de l'inégalité qu'on a face à la crise. C'est différent d'un territoire à l'autre, d'un secteur à l'autre. On va en parler tantôt avec les panélistes, mais on se rend compte que les inégalités, c'est un enjeu pour l'après-crise. La crainte d'une grande période d'austérité, ça aussi, c'est ressorti beaucoup. Est-ce que nous allons vivre des coupures budgétaires, une grande période d'austérité pour la suite? Ça fait partie des craintes. Les besoins créés par les financements temporaires aussi qui ont été très pertinents pour répondre aux enjeux de la crise, mais est-ce que ça a créé des besoins? Qu'est-ce qu'on va faire quand ces financements-là vont arrêter s'ils ne sont pas tout à fait non plus en phase avec des besoins qui sont encore existants? Et la crainte d'une distance aussi entre les organisations. Des éléments et des pistes de réflexion. Préparer activement cette sortie de crise semble encore difficile et complexe, mais quelques avenues se dégagent de l'analyse présentée ici. La pandémie a été une période difficile de perte et de compromis, mais aussi d'acquis. Par contre, solidifier ces acquis nécessite d'y réfléchir, de se donner une stratégie et de se mobiliser dès maintenant. La crise socio-sanitaire est aussi une période d'apprentissage. Il s'agit d'un moment idéal pour les démarches collectives de connaître la façon dont leur communauté a réagi à cette crise. Comment peut-on influencer les décisions des gouvernements? Comment mettre en valeur la reconnaissance qui se développe envers les organismes communautaires, le développement des communautés et l'action concertée? Et comment la démarche des États généraux en développement des communautés qui cherchent à mobiliser les actrices et les acteurs, à tirer les apprentissages collectifs et à faire état du développement des communautés afin de mettre les bases pour une vision commune. Tout ça sont des éléments de réflexion qu'on doit garder en tête dans cette après-crise. Donc, voici, je résume un peu le deuxième bilan produit par l'opération Veille et soutien stratégique et le collectif. Et là, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos trois panélistes qui pourront commenter le bilan et surtout nous faire état à l'heure actuelle, où en sommes-nous par rapport aux éléments de ce bilan-là et quels éléments devons-nous garder en tête pour la suite. Donc, je nous rappelle nos trois panélistes, Ophélie Couspré de la Table nationale des CDC, Suzy Cloutier du regroupement des Québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CIUS et Monique Côté du Réseau québécois de développement social. Je vais arrêter mon partage d'écran et Ophélie, je te passe la parole. Ton micro. Oui, tout à fait. C'est juste qu'en arrêtant ton partage d'écran, je me suis mélangée, c'est que je ne me retrouvais plus. Alors voilà, Ophélie Cousper de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Je suis l'agente de développement et accessoirement aussi l'agente de recherche pour la Table. Alors, je suis vraiment ravie de commencer cette période de discussion. Pour réagir rapidement, en effet, définitivement, ça fait tout à fait écho à ce que les groupes, les CDC et les corporations de développement communautaire, donc, et les groupes communautaires sur le terrain nous rapportaient. Je vous dirais, si je me concentre sur trois éléments, évidemment, l'action collective concertée, vous l'avez dit, ça a été à géométrie très variable d'un territoire à l'autre. Moi, je vous dirais que on a senti qu'elle a vraiment été essentielle, cette action collective concertée, pour coordonner les services, évidemment de façon cohérente, en complémentarité avec ce qui se faisait déjà sur le terrain, mais à travers, vous l'avez dit aussi, des cellules de crise très temporaires. Ce que ça a permis quand même, cela dit, ces cellules de crise-là, c'est de créer des nouvelles alliances. Il y a des acteurs qu'on ne voyait pas sur les autres espaces de concertation.
au niveau du développement social, par exemple, qui sont apparus là, autour de ces espaces de concertation. Pourtant, mais j'ai quand même le goût de vous dire que ces espaces, même s'ils ont été essentiels donc, pour coordonner les efforts sur le terrain, ils n'ont pas été reconnus. Et donc, évidemment, pas de reconnaissance, pas de financement. Donc, ça a été assez complexe, en fait, pour ceux qui coordonnaient, notamment, évidemment, là, j'ai mon chapeau de TNCDC, mais les CDC, hein, qui souvent coordonnaient ces espaces, ont investi énormément de temps et ressources. Mais évidemment, sur leur propre base de financement, il n'y a pas eu de reconnaissance. Les fonds d'urgence n'ont pas reconnu, en fait, les espaces de concertation. Ils ont centré, en fait, leur soutien là, vers les services prioritaires. Cela dit, encore une fois, ce que ces espaces-là, nous, on a compris, enfin, on a décelé, c'est les groupes qui nous le ramènent, c'est qu'ils ont permis de rendre audible la voix de l'action communautaire face parfois à d'autres acteurs. Donc, un rapport de pouvoir qui était plus égalitaire, je dirais. On a vraiment senti là, un dialogue qui s'est installé, une réelle collaboration et une écoute un peu qui s'est imposée. Il y a vraiment je dirais, une crédibilité qui a été donnée aux acteurs de l'action communautaire, vraiment une reconnaissance de leur expertise et aussi une valorisation là, de leur savoir pratique, expérientiel là, dans ces espaces-là. Donc ça, je dirais que c'est un élément intéressant, mais en effet, comme vous l'avez aussi nommé, là, une des limites qu'on a reconnues aussi, c'est que ces espaces très sporadiques sont centrés sur des actions très court-termistes en réponse à la crise sanitaire. Et évidemment, ça a négligé parfois là, à la fois les processus, mais aussi la vision partagée d'un développement plus structurel, plus structurant là, du développement des communautés qui se construit davantage à long terme. Vous l'avez nommé aussi hein, au début de la crise, mais en fait, tout le long, deuxième vague aussi, on a une belle reconnaissance. Les organisations communautaires ont démontré encore une fois si c'était encore nécessaire, mais toute leur capacité d'adaptation hein, à cette situation-là, à cette crise. Évidemment, nous, ce qu'on regarde, c'est effectivement que c'est possiblement, hein, grâce à leur autonomie, leur liberté d'action aussi, hein, qui ont été si agiles à répondre rapidement là, aux besoins qui émergeaient. D'ailleurs, c'est un des constats de l'étude de l'IRIS qui vient de paraître là, sur l'impact de la crise sur l'action communautaire. Les groupes au Québec semblent mieux s'en sortir qu'au Canada et principalement, c'est lié aussi au fait qu'il y avait un financement parfois à la mission, hein, mais encore une fois, ce n'est pas une panacée. Mais on y reviendra. J'essaie de garder... le temps passe vite. Non, mais cette adaptation-là, cette réorganisation, elle ne s'est pas faite sans embûche. Vous l'avez nommé. Les groupes nous le nomment, puis il y a une expression qui est sortie qui est très parlante. Pour eux, ils ont l'impression que c'est le jour de la marmotte. Hein, ils redéfont, ils refont des plans d'action, des plans de travail au gré hein, des changements, des adaptations, des mesures sanitaires, des consignes gouvernementales. Donc, c'est parfois même aliénant, là, ils nous disaient, c'est rendu qu'on perd un peu de sens aussi, là, même au travail. Et je dirais que les organisations, mais là, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. On le décelait déjà, hein, mais à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est vraiment que les organisations, elles ont payé un lourd tribut quand même pour cette réorganisation-là et cette adaptabilité-là. C'est les équipes de travail. Les équipes de travail qui sont à terre, qui sont épuisées. Vous parliez d'essoufflement, mais là, clairement, c'est de l'épuisement. Ça va plus loin que juste, c'est ça, de l'essoufflement. Mais cela dit, encore une fois, ce n'est pas seulement la crise qui a mis ça qui a rendu cette problématique-là visible. Le manque de ressources humaines était déjà criant avant la pandémie. Fait que définitivement, ça s'est juste aggravé. La désertion hein, d'un nombre important de bénévoles aussi, on ne l'a pas nécessairement nommé, mais ça aussi, ça a eu un impact évidemment sur les équipes de travail. 60% des organismes témoignent que le nombre de bénévoles a diminué dans les données de l'IRIS.
Et tout ça, c'est un petit cocktail un peu explosif. Hein. Donc, si les équipes ont été déstabilisées un petit peu à la première vague, je dirais qu'elles ont été submergées par la seconde. Et là, elles naviguent à vue ou elles sont un peu même sous l'eau, si vous me permettez l'analogie. Donc, ça nous ramène du coup à la nécessaire reconnaissance, vous l'avez dit, mais beaucoup de... En fait, dans le contexte, l'action communautaire, vous l'avez nommé, les regroupements ont démontré qu'ils ont été essentiels plus que jamais pour maintenir le filet social. Le gouvernement n'a pas tari d'éloges sur le travail exceptionnel que l'action communautaire a fourni là, pour passer au travers de la crise. Alors, on ne se cachera pas que nous, on attendait gros du nouveau budget. On a été tous très bien déçus, évidemment. En fait, déception d'abord parce que dans ce budget-là, on attendait aussi des éléments pour le plan d'action gouvernemental en action communautaire. Donc, il a été reporté. On l'a appris à la diffusion du budget. Il y a une quasi-absence de rehaussement du financement à la mission pour les groupes. On a seulement un peu de saupoudrage de fonds publics. Fait que, évidemment, c'est inquiétant parce que les arguments qu'on nous amène, c'est qu'il y avait une crise sanitaire. Oui, justement. On aurait pensé qu'effectivement, en donnant plus de moyens à l'action communautaire, encore une fois, qui est un acteur essentiel du soutien au filet social, on aurait pu encore mieux répondre à la crise sanitaire. Et il semblerait que non. Et un des éléments qui nous nommait, c'est l'état déficitaire des finances publiques. Et donc, ce que vous nommiez là, dans les craintes aussi, en effet, du coup, ça sent, en fait, parce que, évidemment, que c'est inquiétant pour nous, dans la mesure où l'état de cette déficit de finances publiques n'ira pas en s'améliorant, donc un peu inquiétant. Pour le futur, mais peut-être que là, il me reste 30 secondes, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir, Nadia, où ça faisait pas mal le tour, puis après des pistes de réflexion pour plus tard. Bon, parfait, j'arrête là, alors j'espère que... Merci, Célie. Oui, on reviendra un deuxième tour là, pour les pistes de solutions et la suite. Je vais passer la parole à Suzy Cloutier du RQIAC. Bonjour tout le monde. Donc, Suzy Cloutier, je suis organisatrice communautaire au CIUS de la Capitale-Nationale, mais également, en fait, aujourd'hui, je suis présente comme présidente du RQIAC, donc le regroupement des organisateurs et organisatrices communautaires. J'en profite pour dire bonjour à tous mes collègues qui sont présents. J'ai regardé rapidement la liste, donc bien contente de vous voir et bien contente de voir les autres personnes aussi. Donc, pour la partie collègues, dans la période de réaction, questions, si vous avez le goût de réagir ou de renchérir, gênez-vous pas. En fait, ce qui m'a marqué beaucoup en lisant les deux états de situation qui ont été faits, puis il y a beaucoup d'éléments évidemment qui concordent avec la réalité qu'on a vécue, les organisateurs communautaires. C'est aussi comment ça a changé beaucoup. C'est une année où on faisait des constats à un moment X, puis on dit, OK, là, c'est maintenant, c'est ça qui se passe actuellement, puis 2 mois après, 3 mois après, c'était plus exactement ça. Bon, il y a des éléments qui sont évidemment, qui ont resté tout le long, mais comment ça témoigne de la rapidité, en fait, des changements. Là, on a été en crise, ou on est encore en crise sanitaire depuis plus de 15 mois, puis en même temps, il a fallu à tout moment s'adapter. Désormais, ça c'est possible, désormais, ça c'est pas possible. Ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est qu'il y a des éléments qui étaient dans le premier bilan qui ne se retrouvaient plus dans le deuxième bilan en disant, c'est drôle, mais c'est comme si c'était rendu de l'acquis. Par exemple, le télétravail, par exemple, il y avait quelque chose sur les bénévoles, sur rejoindre les citoyens. C'est comme si des choses qui, en mars passé, nous apparaissaient comme totalement nouveaux, puis comment qu'on va prendre ça. Rendu à l'automne, c'était déjà, c'est comme ça, on n'a même plus besoin d'en parler. Ce qui m'amène dans la réflexion, c'est quand on va revenir à la normale. En fait, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui ne restera pas, dans le fond, de choses qui étaient complètement inédites l'année dernière. Fait que ça, c'est un commentaire général qui amène, en fait, qui nous amène à cette idée-là que les constats, pour l'instant, ne sont pas définitifs, assurément, parce que ça a été un changement beaucoup, puis il n'y a pas grand-chose de consolidé. Pour les organisateurs communautaires, je reconnaissais beaucoup dans ce que vous avez dit, beaucoup de choses qui ont été partagées par les collègues, par comment ça a été vécu par les OC un peu partout au Québec.
évidemment, la façon dont on a vécu la pandémie, là, au-delà des éléments communs, est très, très, très variable selon les 6 CCIUS d'appartenance, selon les régions aussi, dans le sens que quand les régions un peu plus périphériques qui ont été moins, où les vagues ont été moins fortes, disons-le comme ça, l'ont vécu différemment que les régions plus centrales. Une chose est sûre, en fait, c'est qu'on l'a tous vécu comme des employés du réseau de la santé et des services sociaux. Vous le savez, tout le monde a été impacté, étant pas un mot français, mais tout le monde a été impacté par la pandémie à tout niveau. Et tous les réseaux l'ont été, mais le réseau de la santé, évidemment, c'est le premier qui a été sollicité. Donc, dès le début mars l'année passée, c'était assez clair pour tout le monde qu'on était les premiers soldats au front, si on veut. Dans les messages qu'on reçoit de nos établissements et tout ça, c'est d'abord, beaucoup d'éléments à faire retombent sur le réseau de la santé, puis après ça, comment ça s'est vécu, il y a eu des variations. Ce qui amène à dire qu'il y a eu beaucoup d'ambivalence aussi, je dirais, comment les organisateurs communautaires ont répondu ou ont voulu répondre à différentes demandes et ou commandes et ou souhaits qui ont été formulés. Puis là, les nuances sont importantes, en fait, parce que des fois, c'est clairement pas des demandes, c'était des assignations, etc. Mais il y avait le sentiment qui a traversé quand même beaucoup de dire, bien, écoutez, on part à la guerre, là, je vais le dire comme ça, on part à la guerre, tout le monde doit y mettre du sien, donc on va accepter de sortir de ce qu'on fait habituellement pour contribuer à l'effort de guerre. Par ailleurs, ça reste que on a un métier, l'organisation communautaire, qu'on trouve pertinent, pas uniquement dans les affaires très techniques, je dirais, là, de dépistage, d'enquête épidémiologique. Quand je dis l'effort de guerre, c'est souvent ça. Là. Il y a des gens qui ont été sur les barrages routiers quand les régions étaient fermées. Il y a des collègues qui étaient à la porte des CLSC pour dire aux gens de se laver les mains. Donc, toutes des choses assurément pertinentes, mais éventuellement de dire est-ce que c'est vraiment la meilleure place de mettre un organisateur ou une organisatrice communautaire pour dire à des gens de se laver les mains à porte des CLSC? Ben, pas nécessairement. Okay? La même chose pour les enquêtes, la même chose pour aller donner des plateaux repas dans les CHSLD. Bon, je vous en passe. Les exemples sont vraiment multiples, mais ça illustre un peu l'ambivalence, en fait, qui a pu être ressentie par plusieurs collègues. Puis là, sur 15 mois, là, dans le fond, il y a eu des étapes dans tout ça, mais je trouvais important d'en parler. Voilà. Donc, mais la réflexion de fond, finalement, c'est de dire, bon, ben, le réseau a des organisateurs, des organisatrices communautaires. De quelle façon peuvent-ils être mis à contribution dans cette crise, en fait, là, sanitaire? À la fois, ben, d'abord et avant tout, si on veut, là, pour prévenir puis atténuer les effets, là, les effets dans la communauté puis pour les citoyens. Et là, on a tout vu, là, je pourrais dire. À certains moments, puis dans certains CCCIUS, les collègues ont dit, ben écoutez, là, on sent vraiment pertinent, on sent que notre réseau a découvert qu'est-ce qu'on pouvait faire, notamment toute la liaison justement avec les organismes communautaires, notamment en étant un peu les yeux, les oreilles du réseau sur le terrain, puis en disant, écoutez, on oublie telle personne, on oublie tel type de problématique, tout le rôle dans les cellules de crise, etc. Et dans d'autres endroits, ça a été complètement inverse, où les organisateurs communautaires ont été vus comme de la main-d'œuvre disponible, malléable et tout ça, et ils ont été mis dans des tâches qui n'avaient absolument rien à voir avec l'organisation communautaire. Donc, je vous avais fait une petite liste rapide. Et ceci a créé beaucoup de désarroi, je dirais, sur beaucoup de collègues. En fait, plus ceux qui étaient, bon, il faut faire attention avec le mot délestage, mais ceux qui étaient donc attribués à des tâches autres que l'organisation communautaire ont vécu beaucoup d'inconvénients, mais d'abord et avant tout sur le sens de leur travail, puis aussi sur l'idée, des fois, c'est pas tant que, mettons, faire une enquête, c'est pas quelque chose qui est pas pertinent, mais de dire, mais tout ce qu'on aurait pu faire d'autre de pertinent, qui aurait vraiment aidé concrètement dans la communauté, qui aurait été en soutien direct là, aux demandes des organismes, aux citoyens, etc. Fait que ça, c'est une autre des réactions que je voulais dire. Un autre défi, peut-être, parce que dans le fond, j'ai essayé de voir les défis qui étaient peut-être différents, si on veut, parce que, comme je disais, on s'est beaucoup reconnu là, dans les rapports là, qui ont été faits. Donc,
pour la grande partie, là, on a la même réalité. Un autre défi, en tant que partenaire du réseau, un peu dans l'ambivalence aussi, on a le rôle d'être ambassadeur, de promouvoir, en fait, ce qui est la bonne parole, en fait, qui vient de la santé publique, etc. Alors que jusqu'à plusieurs égards, plusieurs aussi étaient très critiques aussi de certaines des approches qui ne tenaient pas compte de tout l'aspect global, en fait, donc déterminants de la santé, approches différenciées selon les milieux, etc. Donc, mais c'est sûr qu'en même temps, en étant dans les réseaux, on a les marges de manœuvre parfois pour influencer, pour essayer vraiment de faire en sorte que les mesures de santé publique puissent vraiment s'adapter ou dans la façon dont on les applique, on puisse rejoindre un peu mieux les personnes, mais ça a créé différentes difficultés aussi, là, je dirais, dans la pandémie. Je pense pas mal faire le tour parce que dans les perspectives, j'ai plusieurs choses à vous partager, là, mais je vais me garder du temps pour tout à l'heure. Merci, Suzy. Je vous invite aussi, les participants, vous avez des questions à les mettre dans le clavardage. Là, il nous reste une intervention sur la réaction au bilan, mais après, on va pouvoir commencer à prendre des questions. Donc, Monique, je te cède la parole. Merci, Nadia. Alors, Monique Côté, je suis à la direction générale du Réseau québécois de développement social. Le bilan, le deuxième bilan, le premier, on était un petit peu absent parce qu'on avait comme rendu nos informations un peu sur le tard, puis Myriam n'avait pas eu le temps d'intégrer ce qu'on avait récolté comme information, mais dans le deuxième bilan, on se reconnaît vraiment. Puis, ce qui ressort là vraiment, c'est les régions, parce que moi, je vais parler au plan régional. Donc, les régions qui étaient organisées, qui étaient structurées, dont la concertation était bien ancrée et reconnue par le milieu, ont eu une réponse beaucoup plus efficiente, plus rapide aux enjeux découlant de la pandémie que les régions où c'était plus difficile et il manquait un petit peu de structure. On s'entend que cette situation-là, elle était avant la pandémie, hein, depuis la fermeture des CRE, où la majorité des concertations régionales ont subi des grosses pertes. Il y a plusieurs régions qui ont quand même réussi à se restructurer, à se donner une gouvernance pour avoir un financement qui leur permet de poursuivre leur mission, mais il y a d'autres régions où malheureusement les concertations régionales ne sont pas ressorties de la tête du tsunami encore. Fait que ça reste que c'est vraiment à géométrie variable, là, ce que je vais vous dire, parce que c'est pas toutes les régions où ça s'est passé de la même façon. Donc, au cœur de la crise, les concertations qui étaient les plus actives, je dirais, ont vraiment été impliquées aussi dans les cellules de crise, mais à hauteur d'une région. Donc, ils ont permis de poursuivre leur fonction d'arrimage entre les différents intervenants, les différents acteurs sur le milieu. Il y a eu de la création de nouvelles alliances aussi. Puis ces alliances-là étaient en processus, je dirais. Par exemple, il y a une région qui est en train de travailler sur un plan de gouvernance régionale en sécurité alimentaire. Ça faisait quelques années déjà que le groupe travaillait sur ce projet. Et là, pandémie étant, ça a comme accéléré le processus et ils ont pu aller chercher des nouveaux partenaires pour concevoir une gouvernance tripartite vraiment intéressante là, pour assurer la sécurité alimentaire pour tous là, dans cette région-là. Donc, il y a eu d'autres projets comme ça aussi qui ont été accélérés par le fait de la pandémie parce que les besoins étaient plus criants, en fait. Il y a eu aussi un grand besoin de centralisation des informations, un besoin au niveau des communications. Plusieurs régions ont été... Au plan local, ça s'est fait, mais au plan régional aussi, ça s'est fait beaucoup, à savoir quelles sont les mesures, quels sont les programmes qui descendent, quelles sont les organisations qui sont ouvertes, quels sont les services qui sont offerts et des prêts de ressources humaines, des prêts de ressources matérielles au plan régional entre les différentes organisations. Donc, les structures régionales ont joué un rôle important à ce niveau-là durant la crise, au cœur de la crise, je dirais, là.
j'ai pris des notes rapidement. Ce qu'on constate aussi, c'est que il y a une plus grande implication des élus dans certaines régions. C'est pas partout pareil, là, c'est pas toutes les régions qui ont vu ça, mais il y a eu une plus grande implication des élus dans bon, il y a des MRC qui ont été les initiateurs des cellules de crise. Les élus ont participé. Il y a des régions où les élus faisaient des émissions de radio communautaires qui s'adressaient à la population de façon hebdomadaire presque. Donc, les élus étaient là, puis ça l'a aidé à la prise de conscience des enjeux sociaux. Quand on est dans une situation de crise, on est comme mis face à ces enjeux-là qui ont été exacerbés par la crise. Donc, ce qu'on espère dans l'après-crise, c'est que cette connaissance-là des besoins en matière de développement social demeure à l'agenda là, aux prochaines élections qui s'en viennent là, au plan municipal. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que il y a eu un apport du secteur économique dans des projets intersectoriels. L'intersectorialité, première des choses, a été vraiment mise de l'avant. Il y a une lumière, il y a un spot qui a été mis sur l'importance de travailler de façon concertée, intersectorielle. Et le secteur économique a été plus présent que jamais dans ces espaces de concertation-là intersectoriels pour mettre en place des projets très précis. Là, on s'entend que c'est des projets très ponctuels pour répondre aux besoins qui étaient présents à ce moment-là, mais ça fait tellement d'années qu'on veut que le secteur de l'économie travaille avec le secteur social. Ben, on espère que ça va perdurer par la suite, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite de ça, il y a eu... Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Au plan régional, ce qui ressort aussi, c'est il y a eu, bon, la pénurie de main-d'œuvre était préexistante à la COVID et ça a eu un impact aussi parce qu'il y avait des démarches régionales qui avaient de nouvelles personnes à la coordination, des démarches qui avaient été un peu dérangé par différents aspects et que là, quand tu arrives avec une nouvelle personne à la coordination qui fait face à une situation de crise et où les partenaires sont pas complètement encore partie intégrante de la démarche, ben ça a causé des problèmes. Et il y en a une qui me disait justement hier, une coordonnatrice, qu'au sein même de sa démarche, de ses partenaires, il y a un grand mouvement et les coordonnateurs, coordonnatrices de table, Ophélie en parlait tantôt, la pénurie de main-d'œuvre au plan local, ben ça se vit aussi au plan régional. Et l'inéquité salariale entre ce que le communautaire est capable d'offrir à ses employés par rapport à ce que l'institutionnel est capable d'offrir ou les organisations philanthropiques, ça vient jouer beaucoup et ça a eu un impact aussi dans la motivation des partenaires à participer aux concertations puis dans la gestion de la crise avec du nouveau personnel en changement continuel. Fait que, il y a ça aussi qui a eu un impact quand on parle de court terme puis de moyen long terme, je dirais qu'au plan local, c'est clair que c'était du court terme. C'était là maintenant le besoin, c'est ça, puis on répond à ça, puis demain on verra. Au plan régional, il y avait quand même des plans d'action qui se sont poursuivis. Il y a des concertations qui se sont incorporées même durant la période de la crise. Il y a eu des projets qui ont été mis en place. Il y a eu le soutien du local malgré tout pour réaliser des gros projets concertés en logement social, en sécurité alimentaire, etc. Et ça a comme
l'impact est moins important, je dirais, sur une concertation régionale en développement social que sur les tables locales. Ça, c'est vraiment là, à géométrie variable à ce niveau-là. Un des enjeux qu'on voit et qui va être vraiment un enjeu sur lequel il va falloir travailler, c'est de placer le développement social dans le cadre d'une relance qui s'avère être très, 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 très économique. Et si on veut maintenir les acquis que je vais vous partager tout à l'heure, ben, faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance et que le spot sur le développement social ou le développement des communautés soit vraiment présent, puis que tout le monde porte la même parole auprès du gouvernement pour s'assurer que le développement des communautés / développement social puisse rester à l'agenda. C'est vraiment important. Pour tout de suite, c'est ce que je vous dirais. Et puis, j'ai d'autres choses à partager tantôt. Merci, Monique. Merci à nos 3 panélistes. Avant de vous redonner une dernière fois la parole, est-ce que nous avons des questions, Marc-Claude, dans le chat, ou si quelqu'un voudrait prendre la parole aussi pour poser sa question ou ajouter un élément là, complémentaire, là, vous pouvez lever la main. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions dans le chat. Je vous invite vraiment, là, si vous en avez durant les dernières interventions, à les inscrire dans le chat ou à lever votre main à l'autre période de questions avant la fin. Donc, Ophélie, je te redonne la parole là, pour l'autre portion. Oui, ben c'est ça. En fait, on essayait de se projeter, mais tu l'as très bien dit, se projeter, c'est complexe ces temps-ci. Mais quand même, on fait l'exercice. Donc, toujours dans une perspective de développement local, social, je dirais que définitivement, on a quand même des apprentissages à faire, notamment, on se disait, sur les nouvelles alliances qui ont pu être créées. Donc, pour ne pas, en fait, que ces nouveaux acteurs-là désertent les concertations une fois la crise passée, je dirais, une fois le court terme réglé, et qu'on retombe un petit peu dans nos vieilles pantoufles de travail en silo ou de non-arrimage, finalement, de nos visions de territoire. Effectivement, qu'on a un travail donc, pour maintenir cette proximité aussi avec donc, tous ces acteurs-là essentiels. Cette écoute, cette collaboration, quand même, qui a été fructueuse, encore une fois, donc, à court terme. Eh bien, je crois qu'une des réflexions en fait, qu'on a à faire, c'est vraiment aussi de mettre en valeur les gains, finalement, les réalisations qui sont faites dans ces espaces-là. On a des exemples très criants. J'en ai notamment en sécurité alimentaire, c'est celui qui, évidemment, nous vient la plupart du temps en tête ces temps-ci, mais au Bas-Saint-Laurent, par exemple, je veux dire, la question de la sécurité alimentaire, on le comprend, là, elle n'est pas née à l'aune de la crise sanitaire. Il y a des enjeux qui sont structurels d'enjeux de sécurité alimentaire. Et là, le fait qu'il y ait des nouveaux acteurs autour de la table, on a pensé à des nouvelles manières d'agir sur ces enjeux-là. Et ça a été structurant. Je parle, par exemple, d'un espace au Bas-Saint-Laurent où il y a eu un trou de service. Clairement, les citoyens ne pouvaient plus aller chercher dans la ville-centre leur denrée alimentaire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à comment structurer ce service-là pour qu'il aille vers et comme je vous disais, ce n'est pas la crise pandémique qui a mis ça en évidence. Là, cette problématique-là était déjà criante. Mais on a trouvé des solutions. Donc, donc moi, ces réalisations-là, je crois qu'il faut mettre de l'avant pour inciter, je dirais, les acteurs moins naturels autour de la table en développement social à rester, leur montrer les gains qu'on fait quand on travaille en concertation et quand on arrime finalement cette vision-là. Cela dit, je dirais que j'appelle peut-être à la prudence et à la vigilance parce que il va falloir, puis tout ce que j'ai nommé, ça met la table, il va falloir respecter le rythme de chaque partenaire dans leur capacité d'action. En fait, toutes les démarches de développement social, je dirais qu'elles soient au niveau local, au niveau régional, il va falloir qu'elles soient pensées dans le futur pour prendre en considération la capacité des groupes d'agir collectivement, en synergie, en concertation, oui, mais donc il faut prendre en considération qu'à l'heure actuelle, les groupes de base sont épuisés. Je dirais les groupes de base, oui, épuisés. Il manque d'effectifs, on l'a dit, la pénurie, les conditions de travail n'aident aucunement.
Je dirais aussi que vous l'avez quand même nommé, mais il y a l'enjeu de la participation citoyenne, des espaces démocratiques aussi, hein, de prise de position, de reprise de pouvoir aussi qu'il faudra prendre en considération. Si on avance sans une partie essentielle des acteurs du développement des communautés que sont les organismes communautaires et donc les citoyens et citoyennes, mais c'est clair qu'on va manquer le bateau, là. Il faut laisser personne derrière. Donc, ce rythme-là, il y en a qui sont, oui, rapidement, allons-y. Prenons en considération surtout que la crise n'est pas terminée. On l'a vu, l'accroissement des inégalités a été exacerbé, mais les besoins sociaux aussi sont criants. Il va y avoir des répercussions dans les communautés et sur les populations, évidemment, mais sur les groupes communautaires aussi, qui sont un des acteurs essentiels, je dirais, là, pour penser aussi, c'est pas les seuls, mais ils sont des parties prenantes et essentielles je dirais, à la construction de cette vision de développement territorial concerté et partagé. Et donc, j'invite aussi peut-être à des réflexions futures, mais sur le soutien à la concertation locale et pas seulement à des projets, finalement. Il faut la coordonner. Il faut la soutenir, cette coordination-là d'acteurs, on l'a dit, multi-réseaux intersectoriels, pour soutenir les processus et les espaces d'idéation et les espaces donc aussi pour citoyens et citoyennes. Fait que voilà, c'est ce que je retiens et ce que j'ai le goût de nous laisser là, pour un futur très proche quand même. Là. Merci beaucoup, Ophélie. Suzy? Oui, alors sur les perspectives, là, si on veut, ou à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vraiment différentes pistes, là, donc j'espère que le fil conducteur ne sera pas trop dur à suivre. Là. En premier lieu, je pourrais juste commencer sur la partie pour nous qui est un grand sujet de préoccupation actuellement, c'est sur la pratique de l'organisation communautaire, dans le fond, nos fondements, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire dans le réseau de la santé. Puis il y a différents volets à ça. Un des volets, vous avez parlé de la rareté de la main-d'œuvre, du renouvellement de la pénurie. Nous, on a constaté là, dans l'année en cours, donc en année de pandémie, on a jusqu'à 20% là, des personnes qui font de l'organisation communautaire qui sont des nouveaux collègues, donc des personnes qui n'étaient pas au C là, à l'époque. Donc, on vit un peu le même phénomène, là, si on veut, là, de roulement. Il y a un côté très positif, en fait, mais il y a le défi, en fait, de s'assurer de pouvoir former, de pouvoir bien accompagner là, les nouvelles et les nouveaux collègues en organisation communautaire, surtout qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés donc, à un moment où les tâches qu'on nous demandait de faire n'étaient pas nécessairement, en tout cas pas à 100% ou pas complètement là, des tâches d'organisation communautaire. Pour ce faire, on a quand même un cadre de référence là, qui est sorti à l'automne, donc on a quand même des outils, on a tout ce qu'on... On est capable, en fait, si on veut de former, d'accompagner, mais c'est un grand défi, si on veut, à la fois pour quand on travaille avec vous, avec les partenaires, avec les communautés, d'être vraiment pertinent, puis d'être vraiment là, dans ce qu'on souhaite faire, puis en même temps, dans nos réseaux, parce que, comme je venais de vous l'expliquer, depuis un an, ça a été très inégal, la compréhension puis la reconnaissance de ce qu'on pouvait faire là, en organisation communautaire. Donc, on a vraiment besoin de s'assurer de bien resituer notre rôle, notre pertinence, à la fois dans le réseau, puis à la fois avec nos partenaires, encore là, puis encore plus, mettons, dans les régions où ça fait plus d'un an, peut-être que vous n'avez pas vu d'organisateurs communautaires sur le terrain parce qu'ils ont été complètement retirés. Donc ça, c'est un défi, puis un des enjeux, je dirais, qui est un peu interne, mais qui a quand même un impact là, global là, sur ce qu'on peut faire, puis sur notre action, surtout là, en développement des communautés. L'autre chose que je voulais vous dire, ah oui, c'est ça, associé à ça, on a vu que dans les dernières années et la dernière année, il y a une tendance où il y a quand même plusieurs nouveaux programmes là, de type santé publique, en fait, là, qui sont en développement et ou en déploiement. À travers le réseau, beaucoup en interface avec les communautés. Donc, si je vous dis les éclaireurs en rétablissement ou en santé psychologique, les aires ouvertes, des grands chantiers de réflexion sur le rétablissement. Donc, notre réseau est déjà très, très, très actif sur
sur le déploiement de ces programmes-là qui se veulent ou qui sont intersectoriels, qui se veulent en interface avec les communautés, dans lesquels les organisateurs communautaires sont beaucoup, ou parfois pas assez ou trop, mais en tout cas, bref, ça dépend, mais impliqués. Mais c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, nous, comme RCAC, on reste très vigilants, on veut à la fois contribuer, puis on veut vraiment s'assurer ou influencer le plus possible là, pour que ces programmes-là soient déployés de façon la plus adéquate et pertinente en soutien et en complémentarité avec tout ce qui existe déjà. Là, on sait que des fois, on a des tendances là, mettons, santé publique, on va avoir une tendance à dire, ben, écoutez, c'est ça la façon de faire, puis voici, ça doit être la même là, d'est en ouest et du nord au sud. Donc, ça fait partie là, des éléments qu'on a sur le radar là, de façon assez forte, là, qui sont en lien parfois direct, parfois un peu indirect avec la pandémie, mais assurément dans les mêmes, dans le même terrain de jeu global, là, si on veut, de maintenant on fait quoi, puis un peu dans l'approche de rétablissement. Je vais faire du pouce sur ce que Félie a dit, de prendre le temps aussi. Moi, je pense que ce n'est pas banal, là, ce qu'on est encore en train de vivre, là, mais qu'on n'a pas tout à fait fini. Puis peut-être, si on est chanceux, qu'il va vraiment s'estomper beaucoup à l'automne, mais je pense que comme aussi, mais après ça, comme professionnel, comme intervenant, comme collègue, comme personne, laissons-nous le temps aussi de dire, de faire le point là, sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a été vraiment difficile, qu'est-ce qui a été trop difficile, en fait. Donc, je pense qu'on s'est beaucoup, beaucoup adapté. Mais des fois, trop s'adapter, mais c'est trop, en fait. Donc, il y a comme quelque chose où je sens dans le sentiment de fatigue, d'épuisement, puis on va aller très, très vite et dire maintenant, on va faire ça, mais peut-être, OK, juste regarder comme il faut, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on veut retenir, en fait, de bien. Et prendre le temps de bien voir aussi nos collègues, nos concitoyens aussi, comment ils vont, en fait. Là, on a beaucoup parlé dans les moments de crise aiguë, là, qui allait moins bien, tout ça, mais l'année prochaine, voir un peu faire le pont avec, y a-t-il des groupes de population qui ont vraiment plus besoin de soutien, qui sont beaucoup adaptés et qu'on a peut-être moins vu l'année passée, mais que quand ça va être terminé, ça va être plus difficile. Donc, c'est un appel aussi puis ça, ben, c'est dur à prévoir déjà, mais à regarder ça là, à partir de maintenant ou à partir de l'automne, là, si tout va comme on pense que ça va aller, donc beaucoup mieux, en fait, sur le plan épidémique. Dans le fond, ce que je pourrais vous dire aussi par rapport au RCAC, ben, dans l'année en cours, on a vraiment cherché beaucoup à se demander comment on peut être pertinent, comment on peut soutenir les collègues et tout ça. Je vous ai parlé du cadre de référence qui aurait sorti de toute façon. Dans quelques semaines, on va publier une revue annuelle, en fait, là, qui est un recueil je pense qu'on a 40-50 articles là, écrits par des organisateurs communautaires, par des partenaires, par des chercheurs, des gestionnaires du réseau qui présentent un peu comment on a passé à travers l'année pandémique, quels sont les bons coups, quels ont été les défis, tout ça. Donc, je vous invite, là, si jamais ça peut vous intéresser, de vous procurer la revue, de la consulter. Je pense que ça peut intéresser quand même plus largement. Là, ça fait vraiment un portrait à chaud de ce qu'on a fait. Et il y a Laurie qui est dans la salle aujourd'hui, mais qui aussi, on est en train de faire une recherche là, en cours sur l'évolution de l'organisation communautaire en contexte de pandémie, puis un peu sur cette idée-là de documenter la pratique, mais dans l'idée de voir c'est quoi ses fondements, puis un peu dans la même idée de qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui est peut-être juste à oublier, ou qui était peut-être nécessaire en temps de crise, mais qui ne sera pas périn là, dans ce sens-là. Voilà, j'ai terminé. Merci, Suzy. Monique. Le colloque, l'RQDS a tenu un colloque la semaine dernière, 12-13 mai, ouais. Puis, il y avait un atelier qui portait sur les acquis. Qu'est-ce qui ressortait comme acquis de cette pandémie-là? Puis, il y a 5 éléments qui sont ressortis, qu'on a nommés parce que c'était dans le rapport aussi de l'OVSS. Un, c'est, comme j'ai dit tantôt, une reconnaissance plus élevée puis une participation des élus
dans les différentes cellules de crise ou au plan régional aussi. Il y a des endroits où les élus ont choisi d'arrimer les différents fonds pour soutenir des projets en logement, par exemple, en logement communautaire. Donc, tu sais, c'est dépendamment des régions. Donc, un des acquis, c'est une présence plus accrue à certains endroits des élus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut maintenir ces relations-là avec les élus municipaux ou les tables de préfet. Nous, on est au plan régional, fait qu'on est plus avec les tables de préfet ou avec les comités de développement social des quarts et avec la FQM. Et ça, avec la FQM, on a déjà un contact. On leur a présenté notre projet que, bon, plusieurs d'entre vous connaissent, un projet de politique nationale en développement social. Donc, la Commission sur le développement social, la participation démocratique et je ne sais pas trop quoi ont reçu très positivement ce projet-là. Donc, il y a un contact qui est fait. Donc, nous, ce qu'on voit comme enjeu au RQDS, c'est de maintenir l'intérêt des élus par rapport au développement social, soutenir les régions dans ce cas-là et aussi au plan du gouvernement. On est en interface entre le régional et le gouvernement, donc notre rôle va se jouer à ce niveau-là. Un deuxième acquis qui a été ciblé, c'est, comme je disais tantôt, l'importance de l'action concertée intersectorielle. Ça a vraiment été mis en lumière. Et ce qu'on voit comme action, piste d'action possible, c'est de maintenir ou de créer des alliances avec les autres réseaux, ce sur quoi on travaille aussi, toujours dans le but de pousser la politique, et ça, c'est ce qui a été nommé, c'est pas mes paroles à moi, mais c'est vraiment ce que les participants au colloque ont cité, créer des alliances avec les autres réseaux pour pousser le projet de politique, s'assurer de reconnaître les instances intersectorielles en développement social, tout palier confondu. Donc, comme Ophélie disait, oui, les concertations intersectorielles locales ou auteurs MRC ou régionales ont vraiment besoin d'être reconnues et financées parce qu'il n'y a aucun financement à aucun palier. Et si l'action concertée intersectorielle a joué un rôle primordial dans la réponse à la crise, il faut toujours bien les soutenir et les reconnaître parce que leur rôle se poursuit même après la crise. Puis c'était là avant la crise. Donc, ça va être un dossier sur lequel l'RQDS va travailler très fort. Le troisième acquis qu'on a reconnu, c'était les actions innovantes en développement économique. Comme on disait tantôt, il y a des acteurs du secteur économique qui se sont joints à des groupes en développement social ou en développement des communautés. Donc, il faut maintenir ces relations-là avec le secteur économique, leur faire voir l'importance de contribuer à des démarches intersectorielles, leur faire voir aussi que le développement économique ne peut se faire sans développement social et vice-versa. Fait que ça, cette compréhension-là, on l'a perçue chez certaines entreprises ou représentants du secteur économique, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Il y a toute l'idée de l'économie sociale, de l'économie locale, de l'économie circulaire, du circuit court, etc. Tout ce volet-là, puis très relié aussi à la transition socio-écologique. Tout ça, c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et ça a vraiment été mis en lumière à raison de la pandémie. Donc, ça, il faut tabler là-dessus parce que c'est une prise de conscience qui est partagée, je pense, autant par les décideurs que par les organisations que par les citoyens. Fait que faut tabler là-dessus puis continuer à travailler de cette façon-là. Et puis, bon, l'importance du développement intégré, j'en ai parlé. Il y a toute la question des financements. On veut travailler de façon intégrée au plan local, mais le financement descend en silo.
Donc, il y a toute cette vision-là du développement intégré qui doit aussi se faire au palier supérieur. Fait que ça, c'est un autre enjeu sur lequel on travaille, notamment avec la politique nationale. Et il y a aussi l'importance d'avoir des bons mécanismes de communication. Communication vers la population, communication entre les organisations, entre les différents paliers, entre les différents secteurs d'activité. Il y a beaucoup de travail à faire parce qu'on s'aperçoit que c'est le moteur. Avoir une bonne communication, un bon mode, des bons moyens de communication, des stratégies bien développées qu'on peut partager, que les régions peuvent se partager ou qu'on peut soutenir au plan national, c'est quelque chose d'important. Donc, on va voir pour innover dans nos moyens de communication, développer des stratégies de communication vers vraiment cibler pour tel type de public et pour tel type d'action. Donc, c'est le cinquième acquis sur lequel il faudra travailler, à mon avis, pour maintenir ce qui a été positif, parce qu'il y a eu énormément de négatifs, mais il y a aussi eu du positif, donc pour maintenir ce qui a été positif dans le cadre de cette crise-là. Là, je suis allée très, très, très rapide, là. Il y a beaucoup d'autres informations, mais vous pourrez aller voir le rapport du colloque sur notre site quand on l'aura terminé. Voilà. Merci beaucoup, Monique, Ophélie et Suzy. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour les panélistes ou sur le projet, sur le deuxième bilan? Sinon, je vous rappelle que les deux bilans sont disponibles sur le site de l'opération Veille et soutien stratégique, ainsi que d'autres publications dans le but, comme on a fait aujourd'hui lors du webinaire, de vous alimenter dans vos réflexions pour que vous puissiez jouer pleinement votre rôle d'actrice et d'acteur en développement des communautés. Sinon, je peux aussi vous rappeler que l'opération Veille et soutien stratégique et le collectif des partenaires en développement des communautés, l'ensemble des partenaires du collectif, on travaille activement à une grande démarche des États généraux en développement des communautés qui visent à pouvoir tirer des apprentissages, des grands bouleversements et transformations comme on l'a vécu dans la dernière année, puis que ce n'est pas la première ni la dernière, mais surtout à réfléchir collectivement comment on peut bâtir des communautés plus résilientes, mais comment vous pouvez le réfléchir à l'échelle aussi de vos communautés. Sachez que si vous voulez en apprendre plus, là, sur le site Internet du collectif des partenaires et de l'opération Veille et soutien stratégique, vous allez trouver différents documents et informations. Je vois qu'on a une question de Sarah-Anne Brazo. Comment transformer les cellules de crise afin de pérenniser cet espace de communication? Est-ce que j'ai un panéliste qui souhaiterait répondre? Je m'essaye peut-être. En effet, il y a un enjeu parce que dans les territoires, encore une fois, on l'a dit, c'est à géométrie très variable, il y avait des espaces déjà de concertation qui étaient déjà existants. Donc, ces cellules de crise-là sont venues un peu parfois émerger en parallèle. Je crois qu'un des éléments à comprendre, c'est pourquoi ils ont si bien marché et qu'est-ce qui ferait que les acteurs qu'on retrouve là ne sont pas dans les comités de développement social, par exemple, pour faire des ponts, en fait, parce que les espaces de concertation au niveau local, me semble-t-il, en tout cas, comme je le dis encore une fois, sur certains territoires, existaient déjà. Parce qu'en effet, un des éléments importants qui a été nommé, c'est que les gens se parlaient. Tous les acteurs économiques, les élus municipaux, les élus, les députés, la santé publique, tout le monde est là. Et en effet, c'est des milieux qu'il faut valoriser. Encore une fois, ces cellules-là ont été créées à très court terme. Donc, il faut leur donner soit une vision à plus long terme et inviter ces acteurs-là à réfléchir, je dirais, à structurer une vision plus pérenne, soit les inviter à se déplacer vers des espaces qui ont déjà réfléchi parce que les partenaires en développement social, les tables de développement collectif, tout ça sur les territoires, eux avaient déjà une vision beaucoup plus partagée parce qu'ils ont souvent des plans d'action stratégiques. Donc, il y a des points à faire. Je pense que je ne donne pas nécessairement de réponse, mais des pistes de réflexion, en fait. Et en fait, je crois que la question même pourrait être adressée à la cellule de crise, finalement, à tous ces acteurs-là autour de la table.
ça pourrait être aussi une stratégie. Comment on garde ces acquis-là, comme le nomme si bien Monique, là, comment on fait pour garder cette dynamique-là qui était fort intéressante et en fait, cette communication-là, elle a servi à toutes et tous. C'était égal là, en termes de partage des informations, des pouvoirs, si on veut. Là. Tout le monde en bénéficiait. Donc, comment on continue ça? C'est une bonne question. Voilà. Je pourrais faire du pouce sur ce que tu dis. Les cellules de crise, bon, certains endroits ont été initiés par des organismes communautaires, à certains endroits, ça a été initié par des MRC. Et là, si on parle MRC, on parle d'élus. Donc, ces cellules de crise-là qui ont été initiées par des représentants élus, là, le travail doit se faire là, puis les élections s'en viennent. Je pense qu'il y aurait comme un momentum à utiliser pour aller faire des pressions auprès des élus pour dire, écoutez, cette cellule-là que vous avez mis en place dans notre région, parce que c'est beaucoup en région, peut-être pas tant au milieu municipal là, ou urbain. Donc, ça serait le temps de dire, regarde, nous, là, ça, cette concertation-là, on tient à la maintenir. Puis travailler avec les élus à ce niveau-là. D'après moi, là, ça pourrait être une piste d'action. Je vois une autre question. Nadia, je vais faire le suivi tout de suite. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire des présentations aux concertations en développement social des régions? Ça serait présenté, je ne sais pas quoi, mais nous, le RQDS, présentement, on est en tournée auprès de nos régions, auprès des régions, des concertations en développement social pour présenter ce qu'on fait puis présenter notre projet. Fait que c'est de ça que Edith Gariepi parle. On est déjà en cours, donc juste à nous contacter, puis contactez-moi, là, puis je verrai, là, mais oui, le RQDS, on fait des présentations aux démarches régionales actuellement. Est-ce que, Edith, tu me permets, je traduis peut-être, est-ce que c'était la présentation en fait des bilans de l'OVSS peut-être que tu souhaitais, là? Si tu veux, tu veux prendre la parole, n'hésite pas, là, je ne veux pas traduire. Ouais. Parfait, vas-y, Edith. Bonjour tout le monde. Mais en fait, c'est un peu des deux. Là, je me disais, est-ce qu'on attend le bilan final? Je sais que le RQDS, effectivement, là, se promène déjà dans les concertations régionales. Et il y a des constats, certains sont très intéressants à faire valoir auprès de nos élus là, qui siègent sur ces concertations-là, donc qui ont une oreille attentive au développement social, là, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur toutes les concertations. Donc, de là la question. Tu es de quelle région? En Montérégie. Donc, en Montérégie-Ouest, on a Concertation Horizon qui agit. OK. Il y a déjà eu une présentation avec la table des élus à Concertation Horizon. Okay. FIMBA a invité le RQDS. Merveilleux. Merci. Moi, je vais... Pour tous, là, on a mis des liens, là, Marc-Claude Labrie a mis des liens sur où sera disponible le webinaire, là, il a été enregistré. Donc, si vous souhaitez le partager à travers vos propres réseaux dans vos territoires et aussi les liens du site de l'opération Veille et soutien stratégique où vous pouvez retrouver les deux bilans sont aussi dans le chat. Et on vous invite à pouvoir faire circuler l'information à travers vos réseaux afin de nourrir les réflexions des effets des bouleversements, des transformations, d'une crise comme on a vécu dans la dernière année dans votre rôle d'acteur et d'actrice en développement des communautés. Je me permets, parce que je l'ai cité souvent, je vous mets aussi le lien sur la recherche de l'IRIS sur l'impact des groupes dans le chat. Merci beaucoup à nos trois panélistes et j'espère qu'on a nourri vos réflexions sur votre heure de lunch. Et merci de votre participation à ce webinaire. Et prenez soin de vous. Oui, c'est le plus important. Merci beaucoup de l'invitation en tout cas à l'UPSS et merci aux panélistes aussi. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci.